Nous sommes jeudi 5 décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Oumar Tatamli a lancé ce matin, je vous le disais dans les titres, à Kabala, les travaux de bitumage de la voie d'accès à la nouvelle cité universitaire. La construction de ce tronçon permettra de désenclaver la zone et de développer l'économie locale. Les travaux qui sont confiés à une entreprise chinoise sont financés sur le budget national à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Bourama Traoré était sur le site. Pour se rendre à la nouvelle cité universitaire de Kabala, il faut s'armer de courage et de patience. La voie d'accès longue d'environ 12 km est un véritable parcours de combattants, surtout en période d'hivernage. Un calvaire qui sera un triste souvenir dans 6 petits mois. Le Premier ministre Oumar Tatamli a donné les premiers coups de pioche des travaux de construction et de bitumage du tronçon. Cette voie d'accès à la nouvelle cité universitaire de Kabala, une fois construite, permettra de désenclaver toute la zone et du coup donner un nouveau souffle au développement local. Au-delà de la cité universitaire, et c'est ce qui explique que les populations soient sorties massivement, cela permettra le désenclavement, de relier à Bamako quelques bourgades qui sont sur la zone. Et donc cela accroîtra les opportunités économiques qui s'adresseront à ces populations, qu'elles pourront saisir et permettra donc d'améliorer les conditions de vie, dynamiser un peu l'économie régionale. C'est important, ce sont des effets collatéraux qui sont tout à fait décisifs, sachant que la perspective principale, c'est quand même de relier la cité universitaire à la ville de Bamako. La réalisation du tronçon est financée sur le budget national à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. L'entreprise malienne BSCM CG est chargée d'exécuter les travaux. Les travaux consistent à faire 3 voies, c'est-à-dire la voie d'accès principale de Kabala à Golobougou, qui fait à peu près un peu plus de 5 km. Ensuite, il y a les voies de contour, c'est-à-dire le pourtour de l'université, qui fait plus de 4 km. Et après, il y a des voies intérieures à faire, à l'intérieur même de la cité, de plus de 3 km. On a le matériel nécessaire pour l'exécution de ces travaux. Un nouveau chantier s'ouvre et un autre s'exécute normalement. C'est celui de la nouvelle cité universitaire de Kabala. L'infrastructure a été visitée par le Premier ministre Oumar Tatamli. Les travaux de réalisation de la nouvelle cité universitaire progressent de façon satisfaisante. Le Premier ministre Oumar Tatamli en a fait le constat lors de cette visite. Un investissement colossal qui vise à améliorer les conditions de vie et d'études de nos futurs étudiants. Bourama Traoré que nous retrouvons. La nouvelle cité universitaire de Kabala reçoit un visiteur de marque, le Premier ministre Oumar Tatamli. Imposante et futuriste, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la belle infrastructure. Cette visite à pas de charge a permis au chef du gouvernement de constater le bon déroulement des travaux. Sur ce chantier, des dizaines de milliards de francs CFA ont déjà été investis. À ce stade, on est autour de 26 milliards de francs CFA et avec des perspectives d'extension. Tout à fait imposant. La cité universitaire en elle-même, je crois, devrait pouvoir accueillir un peu plus de 4000 étudiants, et quand les facultés auront été construites, il y aura 40 000 étudiants qui seront ici. C'est un ouvrage imposant qui vise à permettre que les étudiants de l'enseignement supérieur soient dans des conditions d'études plus satisfaisantes. C'est une préoccupation constante du président de la République, du gouvernement, et ce projet sera conduit à son terme dans des délais qui normalement seront de l'ordre de 34 mois à partir du mois de mars. Donc on est sur un horizon de 3 ans. On devrait avoir l'ensemble des équipements mis en place, et nous disposerons à ce moment-là d'une université et d'une cité universitaire de qualité. La nouvelle cité universitaire de Kabala est bâtie sur une superficie de 103 hectares. Elle se compose de 4 blocs d'hébergement avec une capacité de 1020 places chacun. L'infrastructure comprend également un restaurant universitaire, une cafétéria centrale, des boutiques, une salle polyvalente, une infirmerie et une zone sportive, entre autres. Bref, toutes les communautés sont réunies ici pour un meilleur apprentissage. En contrepartie de cet effort, il est important que les chercheurs, les enseignants, les étudiants, chacun s'installe dans une position qui permette d'améliorer les résultats dans le cadre de l'université et de l'enseignement supérieur, de faire en sorte que les performances du système
éducatif supérieur se redresse. Et nous sommes en train de travailler à cet égard à un programme avec la Banque mondiale qui a été mis en œuvre dans d'autres pays, qui a fait ses preuves, qui doit permettre d'assurer qu'on est à la fois, on avance sur les deux jambes, on est à la fois des infrastructures, des équipements qui s'améliorent et une gouvernance du système de l'éducation qui permette de délivrer des résultats contractualisés et sur lesquels l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur seront appelés à s'engager. Par la construction de cette cité universitaire à Kabala, le gouvernement du Mali traduit dans les faits l'évidence selon laquelle il n'y a pas d'amélioration des conditions d'études sans les infrastructures appropriées. Auparavant, le Premier ministre Oumar Tatamli s'était rendu sur les sentiers du nouveau siège du Centre national des œuvres universitaires. Là également, les choses évoluent à la satisfaction des autorités nationales. Autre activité du Premier ministre, Oumar Tatamli a présenté ce jeudi à la presse nationale le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018. Un programme qui se définit en 6 axes majeurs. Le programme élaboré sur la base des orientations du président de la République qui vont de la mise en place d'institutions fortes et crédibles à la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire, entre autres. Un compte-rendu complet de cette cérémonie de présentation dans nos éditions de demain avec Ndeye Sissoko. Cet autre communiqué du gouvernement, le gouvernement a appris avec tristesse le décès hier soir à l'hôpital du Point G de Madame Aïssata Oualet Mohamed, blessée au cours des incidents survenus à Kidal le 28 novembre dernier. Le gouvernement présente à la famille sa compassion et prie pour le repos de l'âme de la disparue. Le gouvernement condamne encore une fois les violences qui ont occasionné cette situation regrettable et demeure engagé dans la recherche d'une solution pacifique à la crise que traverse notre pays. La direction de l'information et des relations publiques des armées informe l'opinion nationale et internationale que les rumeurs véhiculées par voie de presse sur l'arrestation de l'ancien chef d'état-major général des armées et du directeur de la gendarmerie nationale dans le cadre des enquêtes sur les événements du 30 avril 2012 ne sont pas exactes. La direction de l'information et des relations publiques des armées précise que les dites rumeurs sont sans aucun fondement. Par conséquent, la direction de l'information et des relations publiques des armées invite les médias nationaux et internationaux à plus de vigilance par rapport au traitement de telles informations qui sont de nature à s'aimer la confusion au sein et la débat reste entièrement disponible et ouverte à tout contact pour des besoins d'information militaire. Sommet de l'Élysée sur la sécurité en Afrique, son ouverture est prévue pour demain, mais déjà hier, une conférence de haut niveau sur le partenariat économique entre l'Afrique et la France s'est tenue à l'Hôtel des Finances Paris-Bercy. Plusieurs chefs d'État africains ont pris part aux côtés de François Hollande à cette rencontre de très haut niveau. Madame Bouaré Fili Sissoko, au nom du Mali, y a pris part. Quelles sont les motivations et les enjeux de ce sommet économique? Réponse dans ce élément, Makanfi Konaté, Oumar Moussa Traoré, Idrissa Traoré. On s'en souvient, le candidat François Hollande avait promu une nouvelle forme de partenariat avec l'Afrique. Outre une promesse électorale, d'autres contingences d'ordre économique ont motivé ce sommet. D'abord, la récession économique que vit l'Europe depuis plus d'une décennie, l'érosion du leadership français au profit des géants asiatiques, et enfin, la croissance à 2 chiffres qui profile à l'horizon sur le continent noir. Face à ces postulats, la France se devait de réagir. À la demande de Pierre Moscovici, ministre français de l'économie et des finances, 5 experts français et franco-africains ont proposé une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Ce nouveau partenariat, selon le président français François Hollande, se veut gagnant-gagnant. Nous ne voyons pas encore que l'Afrique est le continent de demain, le continent d'avenir, et qu'il y a là une opportunité d'abord pour les Africains de s'en saisir, pour marquer encore davantage leur affirmation, leur volonté, leur capacité, mais une opportunité aussi pour les grands pays industrialisés
de venir investir en Afrique. Un partenariat public-privé dynamique et soutenu, voilà ce dont rêvent les investisseurs privés africains. Un, c'est l'adéquation de l'équipement. La seconde chose, c'est le financement. Ce genre de sommet permet de mettre en partenariat entre des gens qui ont les machines et l'équipement et la technique. Nous avons les idées et nous savons ce que nous voulons faire et nous savons comment ça marche chez nous. Pour le forum franco-africain, restons avec le forum franco-africain sur l'économie. Pour François Hollande, le temps de l'Afrique est venu. La France souhaite donc doubler ses échanges avec le continent dans les 5 prochaines années. Le temps est désormais donné pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Et pour ce faire, 20 millions d'euros seront débloqués pour le financement de ce programme. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Paris, Oumar Moussa Traoré et Idrissa Traoré. Le rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir » remis aux autorités françaises à la fin du forum franco-africain invite la France à prendre la mesure de l'émergence économique et sociale de l'Afrique. Le document propose de bâtir un nouveau partenariat économique basé sur une relation d'affaires avec le continent africain, en particulier avec les pays au sud du Sahara. 4 chefs d'État, une vingtaine de ministres et plus de 500 chefs d'entreprise avaient rendez-vous à Bercy, autrement dit le siège du ministère français de l'économie, pour plancher sur les contours de ce nouveau partenariat Afrique-France. C'est une bonne opportunité pour les entreprises maliennes et pour l'économie malienne d'une façon générale, parce qu'il s'agit d'engager une nouvelle approche en matière de relations économiques et industrielles. Et l'approche se basant sur le co-développement, qui est un concept qui est là depuis un certain temps, mais auquel on n'arrivait pas à donner le contenu qu'il faut. Et là maintenant, ça se décline en co-localisation des entreprises pour que toute une chaîne de valeur soit entièrement localisée dans un pays et qu'ils puissent exporter à travers les autres. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième volet qui concerne le cofinancement des entreprises et des investissements en matière d'infrastructure, toutes choses qui sont vraiment d'un grand intérêt dans le cadre du partenariat public-privé, parce que comme vous le savez, les infrastructures sont essentielles pour le développement de nos États. Malheureusement, nos ressources sont très souvent limitées. Il y a aussi les aspects de sous-traitance qui pour nous sont très importantes parce qu'il y a des marchés qui sont au-delà des capacités de nos entreprises. Mais si la sous-traitance est bien organisée, ça fait quand même du potentiel en matière d'affaires pour ces entreprises nationales, notamment maliennes. L'un des principes fondateurs de ce nouveau partenariat est basé sur le changement de perception et d'attitude de la France à l'égard de l'Afrique. Il invite à sortir des clichés de la misère, de la pauvreté et des zones grises occupées par des bandes armées. Des clichés qui masquent une autre Afrique, plus nombreuse, plus puissante, en somme, une Afrique qui construit l'avenir. Les chiffres qui sont implacables militent en faveur de ce changement de perception de l'Afrique. La croissance économique est depuis plus d'une décennie de 5% par an en moyenne sur le continent, juste derrière l'Asie et loin derrière l'Europe. Pour le président de la République française, le temps de l'Afrique est donc venu. J'ai dit, nous voulons doubler nos échanges. C'est notre objectif dans 5 ans. Nous devons aussi doubler nos aides, nos concours sous toutes les formes de prêts ou de dons pour que nous puissions les diriger l'Afrique à travers l'AFD. 20 milliards d'euros pourraient être ainsi mis à la disposition de projets. Il s'agit là de projets de développement sur les 5 prochaines années, contre 10 milliards entre 2008 et 2013. Ces financements, je l'ai dit, se feront en toute transparence. Le président Hollande fera ensuite un vibrant plaidoyer auprès des chefs d'entreprise de son pays pour qu'ils accentuent leurs investissements en Afrique. Au total, le forum ambitionne de remobiliser la France aux côtés d'une Afrique subsaharienne en marche.
Autre rencontre à la veille du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Une dizaine de chefs d'État se sont retrouvés pour parler de lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Un trafic qui menace des animaux emblématiques comme l'éléphant, mais constitue aussi un facteur d'instabilité, surtout en Afrique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la table ronde consacré à cet important dossier en compagnie de certains de ses pairs. Nous vous proposons un extrait du discours. Le braconnage a pris ces dernières années une telle ampleur qu'il menace maintenant la survie de nombreuses espèces. Selon les informations les plus sûres, l'Afrique pourrait perdre 1/5 des élections dans les 10 prochaines années. Et si le braconnage se poursuivait au rythme que nous connaissons, alors il y aurait des extinctions locales à prévoir, notamment en Afrique centrale. Ça veut dire que notre génération pourrait être celle qui aurait vu disparaître les animaux parmi les plus emblématiques de l'Afrique. Et même les gazelles. Donc nous sommes devant une menace qui concerne l'Afrique, mais qui concerne l'ensemble de la planète. Et donc agir, c'est un triple enjeu. Un enjeu de souveraineté, parce que ces trafiquants menacent donc la sécurité des États. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de sûreté, précisément. Parce que pour les populations qui sont concernées, celles qui vivent auprès des espèces menacées, elles sont également agressées par les bandes qui viennent rhinocéros. C'est aussi des techniques d'empoisonnement de la population. Enfin, c'est un enjeu économique, parce que les règles qui sont applicables aux aires protégées, c'est la condition pour qu'elles soient pérennisées. Restons en France avec François Hollande, où l'armée française a débuté ce jeudi son intervention pour restaurer la sécurité en Centrafrique. Le président français François Hollande a décidé d'agir immédiatement après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution donnant mandat aux forces françaises pour intervenir en République centrafricaine. Cette intervention sera rapide. Elle n'a pas vocation à durer. Et je suis sûr de son succès. J'en rendrai compte régulièrement aux Français. Vote à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU. La force panafricaine de la MISCA et les troupes françaises présentes en Centrafrique sont désormais autorisées à faire usage de la force. L'armée française va soutenir le déploiement de la force africaine. Et lorsque la force africaine sera à même de rétablir un minimum d'ordre dans le pays, évidemment, la France n'a pas vocation à rester indéfiniment en Centrafrique. Donc c'est une mission de soutien à la force africaine. L'opération française a été baptisée Opération Sangaris. Le contingent de la France devrait passer à 1200 hommes. Des militaires qui seront notamment chargés de sécuriser les principaux axes qu'emprunteront les convois humanitaires. Laurent Fabius a précisé les modalités du texte. Il donne pouvoir aux forces africaines et à la France d'intervenir pour à la fois des missions humanitaires, puisqu'il y a en Centrafrique des exactions très graves qui sont commises, pour ramener la sécurité, et chacun sait que c'est nécessaire. Ensuite, pour préparer une transition démocratique, et le délai fixé est avant février 2015, et puis pour permettre une relance du développement économique. Depuis le renversement en mars dernier du président François Bozizé, la Centrafrique est plongée dans le chaos. Mais ces derniers jours, la situation a encore empiré entre les ex-rebelles de la Séléka, qui se revendiquent musulmans, et les milices d'autodéfense formées par des paysans chrétiens en réaction aux exactions. Des exactions qui ne resteront peut-être pas impunies, puisqu'une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme figure dans la résolution qui vient d'être adoptée. Autre décision, l'instauration d'un embargo sur les armes à destination de la Centrafrique pendant 1 an. Enfin, la résolution envisage la transformation éventuelle de la MISCA en force de maintien de la paix de l'ONU.
Cela se ferait dans plusieurs mois, à condition que le Conseil de sécurité donne à nouveau son feu vert. Par ailleurs, les Britanniques ont proposé une aide logistique à la France. Ils pourraient mettre à leur disposition un gros porteur C-17, comme ils l'avaient fait dans le cadre de l'opération Serval au Mali. Au siège des Nations Unies, ce jeudi 5 décembre, le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra, a été reçu en audience par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à qui il a remis un message du président de la République. En remettant le message du président de la République, Cheikh Oumar Diarra a exprimé l'incompréhension du gouvernement suite à l'absence de dispositifs de sécurisation adéquat de la MINUSMA à Kidal le 28 novembre dernier, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, y était attendu. Le ministre a insisté sur l'urgence pour le Mali de recouvrer sa souveraineté sur cette région et la nécessité pour la MINUSMA de mieux aligner ses actions sur les objectifs stratégiques du gouvernement malien. Le secrétaire général des Nations Unies a adhéré à la pertinence des préoccupations exprimées par le président de la République et s'est engagé à œuvrer à l'accélération de la mise en œuvre effective du mandat de la MINUSMA conformément à la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une information qui nous a été donnée par Salif Sanogo. Ici à Bamako, le premier contingent de l'armée chinoise fort de 135 militaires est arrivé hier. Ce contingent sera basé à Gao et aura pour mission d'aider les forces de la MINUSMA à la sécurisation et à la stabilisation de notre pays. Mohamed Diarra était à l'atterrissage de l'avion spécial qui transportait les militaires chinois. Le drapeau des Nations Unies à main, les bérets bleus bien vissés sur la tête. Le premier contingent chinois arrive au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Ils sont 135 officiers et sous-officiers, dont 12 personnels féminins. Parmi eux, des médecins, des ingénieurs en construction civile. Ils viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la MINUSMA. Nous voulons offrir notre contribution, donner notre soutien pour sauvegarder l'unité nationale et la souveraineté du Mali. Le professionnalisme, la rigueur, la combativité de l'armée populaire de la République chinoise est reconnue par les responsables de la MINUSMA. Vous êtes venus d'un pays que nous connaissons tous, un pays de la paix, un pays qui veut la paix partout, un pays qui vient aider à chercher la paix. Nous connaissons votre valeur, votre professionnalisme et votre savoir-faire, et nous savons que vous allez faire ce qu'il faut faire. Cet engagement du gouvernement chinois témoigne de l'exemplarité des relations qui unissent la Chine et le Mali. Nous sommes fiers de vous accueillir ici au Mali. Nous sommes persuadés que vous vous intégrerez facilement au niveau de vos frères maliens, et nous sommes également persuadés que votre contribution dans la mission de paix ne sera pas négligeable. Ce premier contingent sera basé à Gao. Les militaires chinois travailleront avec les autres forces déjà sur place. Les hommes du général Zhang Geqing sont conscients de la mission dont ils sont investis par leur pays. Ils ne comptent pas de mériter. Nous avons pleine confiance de finir notre mission et avoir une successive constructive sur notre mission de la stabilité et le maintien de la paix. Ces hommes et femmes seront rejoints dans les jours à venir par 260 autres. L'ambassadeur du Mali aux Pays-Bas avec résidence à Bruxelles, Sekouba Cissé, a présenté hier à Sa Majesté le roi des Pays-Bas les lettres de créance, les lettres qui l'accréditent en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume des Pays-Bas. Cette cérémonie a eu lieu à un moment où la coopération entre les deux pays prend une nouvelle dimension avec un engagement plus prononcé des autorités des Pays-Bas aux côtés de notre pays dans le cadre de son développement et de sa quête pour la paix
et la sécurité. Les autorités des Pays-Bas, suite à l'appel de la MINUSMA, ont pris l'initiative d'engager des discussions au sein de leurs institutions pour apporter une contribution en hommes et en matériel à l'opération afin de participer à la stabilisation du Mali. La rencontre que son Excellence Sekouba Cissé a eue avec Sa Majesté le Roi a été aussi l'occasion de relever les excellentes relations qui existent entre les deux pays dans les domaines divers et variés. Une information qui nous a été donnée par notre correspondante à Bruxelles, Fatim Diallo. 20 ans après la conférence mondiale de Vienne en 1993, la Commission nationale des droits de l'homme fait le bilan de sa structure. C'était à la faveur d'une conférence-débat organisée à la faculté des sciences juridiques politiques de Bamako. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était présent, nous dit notre reporter Ba Traoré. La communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre 2013. C'est en prélude à cet événement que la Commission nationale des droits de l'homme a organisé cette conférence débat. Elle consacre ainsi le lancement des activités de la Semaine nationale des droits de l'homme. Le Mali, un moment, les droits de l'homme ont évolué en dents de scie. Il y a eu des moments où il n'y avait pas de problème, mais il y a eu des moments, surtout l'année 2012, où il y a eu de graves violations des droits de l'homme, surtout en matière de droits de la femme. Le Mali a beaucoup dégraissé. Je dirais que le Mali a fait quelques avancées, mais en réalité, le Mali a régressé. Le respect des droits de l'homme passe par une remise en cause de chacun de nous par rapport à nos comportements au quotidien. C'est du moins le point de vue du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui promet d'ailleurs un soutien certain de son département. Respecter l'autre signifie que vous vous respectez vous-même. Reconnaître des droits à l'autre signifie que vous souhaitez qu'on reconnaisse vos droits. Et c'est là, nous y sommes tous invités instamment, avec force, mais avec détermination et engagement. Le salut du Mali passe par là et pas autrement. Rappelons que la conférence débat s'est tenue avec l'appui partenarial de la MINUSMA et représentée par son responsable des droits humains. Un nouvel ordinateur conçu dans notre pays et par des Maliens, tenez-vous bien, a été présenté cet après-midi au ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. C'est une machine simple et adaptée à notre environnement. La machine a juste besoin d'un total de 24 watts seulement pour sa mise en marche et ne dispose pas d'unité centrale, mais plutôt d'un boîtier. Ibrahima Traoré est bien placé pour nous présenter cet ordinateur. Voici un ordinateur made in Mali. Ça s'appelle Limorgal, un nom peul qui signifie calculateur. Il a été conçu, j'allais dire, bricolé par une équipe malienne dirigée par Mamadou Yam Diallo. Limorgal comprend une carte PC d'une capacité d'1 giga de RAM et d'une vitesse de processeur d'1,4 GHz et un écran HDMI. Il est doté du logiciel libre Ubuntu, d'une carte flash qui sert de disque dur, d'un clavier et d'une souris. Il y a 3 différences fondamentales. Le prix, la consommation électrique, les logiciels. Tous les logiciels sont gratuits et sont disponibles sur Internet que l'on télécharge gratuitement. L'ordinateur là, qu'on a bricolé, consomme 24 watts. Les ordinateurs fixes que vous avez habituellement dans les bureaux consomment 300 watts. La particularité de la machine tient au fait qu'elle a été conçue avec du matériel simple et relativement bon marché. Un boîtier installé à l'arrière de l'écran contient tous les accessoires et terminaux de commande. Le ministre en charge des TIC ne peut qu'être impressionné. Il faut faire en sorte que ce produit soit industrialisé. On est à des niveaux de faible production. La demande est très forte, donc il s'agit au sein du gouvernement de voir ensemble, avec mes différents homologues, quelle politique incitative il faut mettre en place pour arriver à produire un grand nombre et par là réduire les coûts. Et je crois que ça c'est un engagement fort que nous pouvons prendre aujourd'hui. Nous avons beaucoup de projets en cours en termes de faciliter l'accès Internet aux Maliens. On a des projets d'infrastructure.
L'Agence nationale pour la communication et le développement a tenu la deuxième session de son conseil d'administration. C'était ce matin et a pris place au ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. L'ANCD a produit plusieurs micro-programmes lors des présidentielles, mais pour la pérennisation de sa mission, l'agence compte sur l'État et veut conquérir de nouveaux partenaires. Fatoumata Kone. La fidélisation des clients, la recherche de nouveaux partenaires sont les maîtres mots de ce conseil d'administration de l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. C'est pourquoi, au cours de cette deuxième session, les administrateurs proposent une politique permettant à la jeune structure de conquérir de nouveaux horizons. Une des solutions consisterait pour l'ANCD à recentrer davantage ses actions autour de sa vocation d'organe de communication en s'appuyant sur ses atouts qui ne manquent pas. La NCD peut aussi s'appuyer sur l'accompagnement de l'État à travers le contrat plan et surtout s'inscrire résolument dans la communication pour le développement. Rôle qui se résume à la mise en œuvre de la politique nationale de communication pour le développement. Ce challenge consiste à assurer la production de microprogrammes concernant le milieu rural, le monde agricole, domestique, environnemental, entre autres. Un ambitieux programme. Les membres du conseil d'administration ici présents sont à vos côtés pour faire de la NCD la vitrine de la production audiovisuelle au Mali et pourquoi pas dans la sous-région. Cette ambition passe d'abord par la présente session avec l'examen et l'adoption de documents. A rappelé que l'Agence nationale de communication pour le développement a remplacé le CESPA, le Centre de services et de production audiovisuelle, il y a 2 ans. Cette jeune structure compte sur l'appui des partenaires et l'État pour faire ses preuves. Le groupe de la Banque africaine de développement au Mali a aujourd'hui organisé la revue du portefeuille des projets financés dans notre pays. L'institution finance déjà 16 projets, dont 12 sont opérationnels pour un coût total d'environ 206 milliards de francs CFA, et cela sur la période 2013-2014. Agali Aguissa. Cette première revue du portefeuille de la Banque africaine de développement BAD, après la crise qu'a connue le Mali, vise à faire le bilan des opérations de l'institution. La Banque africaine a actuellement 16 opérations approuvées, 12 sont actifs. Nous avons déjà à peu près quelque chose comme 206 milliards de francs CFA que nous avons mobilisés pour les projets. Pour 2014, nous avons un certain nombre de projets qui rentrent aussi dans le cadre des priorités du pays, dans le secteur alimentaire. Cet appui financier reste basé sur des actions inscrites dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et s'étale sur une période de 2 ans. Cette stratégie tient compte du nouveau contexte politique, économique et social de votre pays et s'aligne sur les priorités du gouvernement. C'est pourquoi elle a été bâtie autour de 2 principaux axes. L'atténuation de l'impact de la crise et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables. Et en deuxième, la consolidation des bases de la stabilité d'un État de droit en vue de jeter les bases de la reprise économique. Les travaux qui se sont déroulés en 2 sessions ont permis de relever certaines insuffisances dans l'exécution des projets. Il s'agit entre autres des difficultés d'ordre institutionnel, technique et financier. C'est pourquoi les coordinateurs de projets et les experts ont fait des propositions allant dans le sens de la coordination institutionnelle et la préparation d'une banque des projets en fonction de leur maturité avant de les soumettre à la BAD. Une initiative saluée par le gouvernement. Au niveau du Premier ministre, un comité interministériel a été mis en place qui a pour mandat de connaître l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les projets et les programmes exécutés avec l'appui et l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. Soyez convaincus et sûrs que les solutions qu'on va arrêter cet après-midi seront portées à la haute attention de M. le Premier ministre. En organisant cette revue, la Banque africaine de développement contribue ainsi au développement socio-économique du pays. Les travaux de la 17e Assemblée générale de l'ACA, l'association regroupant les bourses régionales des valeurs mobilières, se poursuivent dans la capitale économique ivoirienne. Les 400 délégués de cette première Assemblée générale ont partagé un panel d'experts autour de la nécessité de fonds privés dans les capitaux des marchés boursiers. Envoyés spéciaux à Abidjan, Adama Kamara et Moïse Traoré. Les fonds privés dans les capitaux des marchés boursiers.
Un panel d'experts africains et internationaux a planché pour l'alternative devant les 400 délégués de la 17e Assemblée générale de l'ASEA, association regroupant 23 bourses de valeur opérant sur le continent. Elle est d'autant plus importante, même pour nous, BOAD. Et nous avons des ressources concessionnelles de plus en plus rares, des ressources publiques de l'extérieur de plus en plus rares. Et donc nous sommes appelés de plus en plus à aller sur le marché pour prendre des fonds et procéder à nos opérations. Donc pour les opérateurs d'une façon générale, tous les intervenants, la bourse est un lieu privilégié pour lever des fonds. La bourse est effectivement un excellent moyen pour faire fructifier son épargne et c'est aussi un moyen pour développer nos économies, donc pour les États et pour les entreprises, donc de lever des capitaux pour pouvoir développer leur société ou mettre en place des infrastructures dans le cadre des États par exemple. La BCAO et la BOAD ont contribué à la mise en place de la bourse des valeurs mobilières. Une entreprise malienne au Mali peut-être n'a pas forcément les moyens d'obtenir les fonds dont il a besoin. Il faut trouver ses financements quelque part et la bourse est le lieu privilégié pour trouver ces financements. Naturellement, avant de lever des financements, il faut que ceux qui vous donnent ces financements-là aient confiance en vous, que tout ceci se passe dans un cadre quand même relativement sécurisé et dans ce cadre-là, c'est quand même l'avenir pour les entreprises modernes. C'est la Bourse régionale des valeurs mobilières qui reçoit la rencontre annuelle. Il s'agit d'une occasion pour les entreprises d'accroître leur visibilité et d'attirer des capitaux pour soutenir leur croissance. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a offert ici à Bamako un déjeuner de solidarité aux personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif visé est zéro discrimination face au VIH-Sida. Kadia Tsukone était présente à ce déjeuner. Offrir à manger à quelqu'un au Mali est un signe de solidarité, de convivialité et de fraternité. Pour soutenir cette pensée, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a offert un déjeuner aux personnes vivant avec le VIH-Sida afin d'appuyer aussi le slogan « Zéro discrimination pour le VIH-Sida ». La semaine que nous vivons est placée sous le parrainage du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons dit que nous allons organiser une grande rencontre avec les PIV, toutes les associations œuvrant dans le domaine de la défense des droits des femmes. Donc c'est un déjeuner de partage, de solidarité, d'entraide, de soutien à toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. On ne fait que les remercier et tout le gouvernement qui a beaucoup fait pour les personnes vivant avec le VIH. Ce déjeuner a également été l'occasion pour les personnes vivant avec le VIH-Sida de rendre hommage à tout ce qui les aide à surmonter leur mal. Après l'effondrement d'un bâtiment à Manyambougou face au Kanou hier, le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville appelle les acteurs directeurs de bâtiments au respect des normes. Pour le ministre Moussa Mara, son département mettra tout en œuvre pour l'application des dispositions en matière d'urbanisation. Le ministre Moussa Mara est au micro de Moussa Fani. Ce bâtiment, selon les premières investigations, a bénéficié d'une autorisation de construire. Selon encore une fois les investigations en cours, il semblerait que c'est une manière de poser le béton qui a pu entraîner l'écroulement partiel du bâtiment. Donc, de prime abord, ces investigations méritent d'être étayées pour que nous en sachions davantage sur les raisons qui ont fait que nous avons eu une partie du bâtiment qui s'est affaissée. Tous ceux qui construisent, qu'ils observent strictement les règles de construction. Que nos services aussi soient engagés dans la supervision systématique de tous les chantiers dans nos villes. Et aussi l'occasion d'appeler les autorités judiciaires à nous aider. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés importantes par rapport à l'effectivité des jugements qui sont liés aux différentes plaintes que nos services ont portées devant les juridictions de Bamako principalement et de manière générale des autres villes du pays.
Le salon de l'artisanat et du tourisme de Montreuil en France s'ouvre demain 6 décembre. L'édition précédente a permis à notre pays de rapporter 160 millions de francs CFA. Cette 9e édition est placée sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui séjourne actuellement en France. Les détails avec Madame Berthé Aïssata Bengali au micro de Fatoumata Kone. L'édition de cette année, de par son thème, paix et réconciliation, s'inscrit dans la volonté manifeste des nouvelles autorités de notre pays de relancer les activités de l'artisanat et du tourisme, deux secteurs durement affectés par les douloureux événements que vient de subir le Mali. En effet, maillon fort de l'économie malienne, l'artisanat et le tourisme, du fait de l'occupation djihadiste des 2/3 du territoire national, ont été fortement ébranlés à cause de l'instabilité politico-sécuritaire. Cette situation a conduit certaines chancelleries à diviser le pays en deux zones distinctes, l'une en rouge, qualifiée de fortement déconseillée aux visiteurs internationaux, et l'autre en orange, déconseillée, sauf raison impérative. Durant une dizaine de jours, en marge de l'exposition vente, des échanges et débats auront lieu sur le site. Nous espérons qu'une ligne directrice pour la relance définitive de l'artisanat et du tourisme malien sortira de cette 9e édition. La journée internationale des volontaires est célébrée chaque 5 décembre. Cette journée, initiée par les Nations Unies, est commémorée dans notre pays par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Centre national de promotion du volontariat. Le lancement de ces activités a eu lieu au corps de la paix du centre de formation Toubanisso dans la commune du Mandé, Al-Djoumatina. Instituée par la résolution 40-212 des Nations Unies en 1985, la Journée internationale des volontaires est l'occasion de communier, de partager autour du volontariat. Ainsi, la célébration de cette journée consacre la reconnaissance du rôle crucial joué par les organisations des volontaires, tant au niveau local, national qu'international. Je suis particulièrement reconnaissant auprès d'un millier de jeunes volontaires des Nations Unies qui contribuent à l'action de l'organisation en faveur de la paix, du développement durable, du droit de l'homme. Ces volontaires travaillent aux côtés du personnel des Nations Unies pour améliorer les vies des populations qui comptent parmi les plus vulnérables au monde. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre cette journée depuis 2011. C'est là grâce à l'avènement du Centre national de promotion du volontariat, une structure mise en place par le gouvernement pour impulser le domaine, ce qui devra aboutir au développement d'un volontariat national pouvant permettre aux jeunes d'être mieux outillés. Le gouvernement de la République du Mali en a fait un cadre idéal pour exprimer sa politique volontariste en matière de volontariat, comme l'atteste l'adoption et la promulgation de la loi portant institution du volontariat national. Relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, le CNPV couvre le territoire national en vue de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale des volontariats. À chaque commémoration de la Journée internationale du volontariat, les volontaires expriment leur volonté et manifestent des actions, surtout mettent en œuvre des actions qui permettent de comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent dans le cadre de l'appui communautaire, mais aussi dans le cadre de l'impulsion dynamique d'un effet multiplicateur qui permettrait aux autres jeunes d'aller vers des actions de citoyenneté, de civisme, mais aussi d'amour de la patrie. En marge de cette cérémonie de lancement, les volontaires ont mené des activités, entre autres des opérations de don de sang, une visite des stands des volontaires a mis fin à la journée.
Visite du tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Maman Touré, était à Gao. Il s'agissait de s'enquérir de la situation du PC Maliba basé à Gao et de faire le point de la situation sécuritaire des zones d'intervention de l'opération Maliba. Il a aussi visité la base des forces alliées du Mali. Compte rendu, Boubacar Bablé Touré. À sa descente d'avion, le tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Maman Touré, a eu droit à des honneurs militaires. Après quoi, cap sur le PC Maliba où l'hôte du jour a eu une séance de travail sur la situation sécuritaire des zones couvertes par l'opération. Il a été question de renforcer les capacités des forces maliennes en moyens logistiques et mobiles afin qu'elles puissent mener à bien les missions régaliennes. Depuis un certain temps, l'opération ne cesse de recevoir du matériel pour accomplir leur mission. C'est une armée, et qui dit armée, mettre une armée, réformer une armée demande assez de moyens. À toutes ces questions, le général Touré dit avoir pris bonne note et s'engage à appuyer cette idée de renforcement des capacités auprès des plus hautes autorités afin que ces moyens soient à disposition dans un bref délai. Le visiteur se dit rassuré de la situation de calme qui prévaut actuellement dans presque tout le nord du pays. Ils m'ont fait un point de situation. Nous avons discuté un peu de la mission qui leur a assignée, qui est effectivement dans leur corde, mais il y a un certain nombre d'insuffisances que nous sommes en train de discuter pour voir. Il y a des éléments de mobilité, il y a des éléments de logistique qui font que nous sommes déjà en partenariat avec la mission, l'opération Serval et puis l'aménagement. Quels sont les types de complémentarité que nous pouvons mettre en œuvre? Quels sont les moyens additionnels que nous devons chercher pour leur permettre d'être beaucoup plus performants? Auparavant, le chef d'état-major général a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région avant de se rendre au poste de commandement de l'aménagement et de la force Serval. À ce niveau aussi, il a fait le point de la situation sécuritaire des zones d'intervention du théâtre des opérations. La MINUSMA et l'Office central des stupéfiants de Tombouctou s'engagent pour un même combat, celui de lutter contre le trafic de drogue sous toutes ses formes. C'est tout le sens d'une formation conjointe initiée par les deux structures, Adama Djindé depuis Tombouctou. En initiant cette formation, l'Office central des stupéfiants antenne de Tombouctou et les Nations Unies s'engagent dans une même dynamique, celle de lutter contre le trafic des drogues sous toutes ses formes. L'objectif visé est de mieux outiller les différents acteurs, policiers, gardes, gendarmes et douaniers pour une meilleure application de la loi. Ces derniers vont plancher sur un certain nombre de modules liés à la classification et au trafic illicite des drogues, les techniques d'enquête et la législation malienne en matière de lutte contre la drogue. Le séminaire atelier a été réalisé par l'appui de la police de la MINUSMA, qu'elle en soit remerciée pour les connaissances que nous allons acquérir auprès d'eux durant les 2 jours de formation. Au sein de la MINUSMA Interpol, nous avons de très grandes compétences qui ont proposé de partager ces compétences-là avec les frères maliens. Cela pour outiller nos frères à pouvoir s'acquitter de leur mission. Le gouverneur de région, le colonel-major Mamadou Mangara, a loué cette initiative conjointe qui permettra à coup sûr de renforcer la capacité opérationnelle des hommes sur le terrain. La Turquie vient d'offrir une mosquée au Haut Conseil islamique du Mali. La mosquée est située en zone ACI 2000. En prélude à l'inauguration de cette mosquée, le président du Haut Conseil islamique fait le point de la coopération entre les deux pays. Mahmoud Diko est au micro de Moussa Fani. Je place ça sous le signe de renforcement des relations entre nos deux peuples. Vous savez, la Turquie est une vieille nation de l'islam, comme le Mali. Nous avons eu des relations qui, de plus en plus, chaque année se renforcent. Et là, cette mosquée symbolise effectivement cette relation aujourd'hui qui s'est construite dans tous les domaines. Le domaine sanitaire, le domaine de l'éducation et dans le domaine social. Donc, nous allons recevoir une forte délégation de la Turquie, conduite par le président de la présidence des affaires religieuses, qui est une haute personnalité de la Turquie. Je profite de l'occasion pour demander à tous les musulmans de venir nombreux et massivement pour qu'ensemble nous puissions vraiment
faire cette fête, qui est une fête aussi de prière, de réconciliation dont nous avons besoin aujourd'hui. Restons dans le domaine de la religion. Le ministre de l'administration territoriale, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Safar ou Domba Makono a débuté dans notre pays ce jour jeudi 5 décembre. En quatrième région, plus de 153 millions de francs CFA, c'est le montant des moyens de transport que l'Office RIS-Ségou vient de mettre à la disposition des agents et de l'unité de gestion du projet d'appui au développement rural de Tenkounou et Tamani. De Ségou, nous retrouvons le compte-rendu de Kandesila. 52 motos Yamaha 80, 32 motos Jakarta et 3 véhicules tout-terrain. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement rural de Tenkounou, Tamani, PADER-TKT. Nous nous réunissons pour la remise officielle de ces moyens de transport aux agents de vulgarisation et à l'unité de gestion du projet, afin de permettre de contribuer efficacement à améliorer les services rendus. Le PADER-TKT est le fruit d'un partenariat entre la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali pour un montant de près de 15 milliards de francs CFA. Le projet ambitionne d'améliorer la productivité à l'Office RIS-Ségou à travers la reconversion de certains casiers en maîtrise totale de l'eau. Aussi, même si la remise de ces moyens de transport, dont le montant est estimé à plus de 153 millions de francs CFA, constitue un apport non négligeable dans la mise en œuvre, le PADER-TKT connaît des difficultés dans son exécution. Ces mesures d'accompagnement se trouvent à un taux d'exécution financier de plus de 80%. Ce bon taux d'exécution est beaucoup affecté par la contre-performance enregistrée dans l'exécution de la composante travaux génie civil, liée à la lenteur enregistrée dans le cadre de la passation des marchés. En remettant officiellement les clés, le directeur général a demandé aux bénéficiaires un usage approprié, en espérant que le processus de prorogation du projet qui est en cours va permettre de mener à terme les travaux d'aménagement. C'est communiqué avant de refermer définitivement ce journal. L'utilisation de ce communiqué du ministère de la Sécurité, l'utilisation de pétards et autres feux d'artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d'année. En dépit du caractère festif lié à leur utilisation, les pétards et autres feux d'artifice constituent un danger pour la sécurité des populations. Au regard de la situation sécuritaire fragile de notre pays, le danger d'utiliser des pétards s'accentue. Ainsi, pour des raisons de sécurité dans le pays et pour éviter toute confusion, le ministre de la Sécurité porte à la connaissance des citoyens que l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de sécurité veilleront à l'application stricte de la présente mesure et les contrevenants s'exposent à des sanctions. La Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, a le regret d'informer son aimable clientèle que suite à un incident majeur survenu à la station de pompage de Magnambougou, aujourd'hui jeudi 5 décembre, la distribution de l'eau potable connaît de très fortes perturbations dans les quartiers suivants: Magnambougou, Sokoroji, Djanginela, Misabougou, Yirimadjo, Banankabougou, Sirakoro, Tabakoro, Nyamana et les logements sociaux de Yirimadjo. Des dispositions sont prises pour une solution rapide. À retenir ce soir, l'interview de la semaine qui reçoit Gaussou Drabo, journaliste et analyste politique au quotidien national L'Essor. Avec Yaya Konaté, il jettera un regard, avec Yaya Konaté, les deux jetteront donc un regard sur certaines questions d'actualité. Les élections législatives, la situation de Kidal, l'affaire Amadou Ayassanogo et le charnier de Diago notamment. L'interview de la semaine à suivre après ce journal.
Autre rendez-vous après ce journal, le rôle du député, mission et pouvoir, c'est le thème de l'émission, ça se discute de ce jeudi soir. Niaza Koulibaly et ses invités vous en diront davantage après le journal des formations, ça se discute sur votre télévision nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 13h, vous serez avec Kadidiatou. 10h, 13h, vous serez avec Kadidiatou Koné. Et pour les éditions du soir, ce sera une présentation de Amara Malo Diallo. Excellente nuit à tous. Au revoir.